Expatrié. Nom. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Aujourd'hui, je vous amène dans le coin de Austin. Austin, la capitale du Texas au sud des États-Unis, et on va à la rencontre de Aileen Lamb. Alors son nom pourrait prêter à confusion, mais non, Aileen est française puisqu'elle a grandi du côté de Troyes, et elle va vous raconter comment l'amour pour son mari, mais pas que, l'ont fait poser bagages depuis une petite dizaine d'années au cœur du Texas. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisqu'on va parler de la différence. On va parler autisme. Aileen et moi, on partage pas mal de points communs, parmi lesquels le fait qu'on est toutes les deux devenues mamans à Boston. Lorsque son aîné, Charlie, a eu à peu près 18 mois, Aileen a commencé à se poser des questions quant au développement de son fils. Elle vous le racontera bien mieux dans quelques instants, elle a découvert qu'il était autiste et atteint d'un autisme relativement sévère. Et bien dans cet épisode, on va parler de ça justement. On va parler de cette différence, on va parler d'acceptation de soi, on va parler de comment ça se passe aux États-Unis, et on va parler de son propre diagnostic à elle, lorsqu'elle a découvert qu'elle était autiste également. Je vous raconte pas tout, vous allez voir, Aileen est hyper touchante, elle est très drôle, et elle est surtout passionnante. Alors installez-vous confortablement, next stop, Austin, Texas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aileen Lamb et je suis aux États-Unis en ce moment à Austin, au Texas, et je suis contente d'être dans cet épisode. Alors, s'il y a plein d'articles qui te sont consacrés en ligne et dans la presse, j'ai quand même eu vachement de mal à trouver des informations sur toi, sur ton avant Austin. Alors, il me semble que tu es arrivée aux États-Unis pour la toute première fois à l'âge de 21 ans en tant que jeune fille au pair. C'est ça, ouais. Je suis à 21 ans, je suis venue à Austin. J'ai pas choisi Austin, hein. J'ai trouvé une famille qui voulait de moi et enfin j'ai dit ok, vas-y, j'y vais. J'avais juste envie de venir aux États-Unis. Et, il se trouve que la famille était à Austin, au Texas. Et je suis tombée amoureuse avec la ville, mais instantanément. Mais alors que vraiment, quand on m'a dit le Texas, je me suis dit non mais c'est mort. Enfin j'avais trop des clichés dans la tête, les cow-boys, de la country, la campagne, alors que c'était pas du tout ça, Austin. Et les gens, ils sont tellement gentils ici, mais ça m'a tellement choquée. La première fois que quelqu'un m'a dit bonjour dans la rue, c'est bizarre, quoi. Il me veut quelque chose, il y a un piège, tu vois. Parce qu'en France, j'ai tellement l'habitude du contraire, où quand les gens ils me parlent dans la rue, enfin ouais, t'as une cigarette, ouais, t'es bonne. Enfin c'est toujours en mode plus agressif, alors qu'ici c'est vraiment, les gens ils te sourient. Du coup, je me suis sentie à l'aise direct. Tu étais venue à la base pour passer quoi, 1 an ? Ouais, à la base c'était juste 1 an, et après j'ai rencontré mon copain qui est maintenant mon mari. Voilà, je suis restée, quoi. Donc ça va faire 10 ans cette année, en fait. 10 ans en octobre, ouais. Waouh, félicitations. Et alors du coup, t'es jamais rentrée ici ? Je suis rentrée une fois. T'es rentrée vivre en France ou t'es rentrée une fois tout court ? Je suis rentrée une fois tout court. Waouh. Bah vas-y, raconte comment ça se fait. Ouais, c'est vrai que la France, ça m'a... actually, c'est pas exactement... Je suis rentrée 2 fois. Tu vois. Une fois parce que on s'était dit on va essayer d'aller vivre en France avec mon copain, parce que c'est vrai que c'était pas le plan à la base. Donc après mon année de fille au pair, on a passé l'été en France, mais c'était horrible en fait. Moi je m'étais tellement accrochée, c'est le mot, accrochée à la vie aux États-Unis. Ouais, attachée, quoi. Attachée, voilà, c'est ça. Attachée à la vie aux États-Unis, que rentrer en France avec, le choc des cultures a été beaucoup plus dur de passer 1 an aux États-Unis et revenir en France que de passer 21 ans en France et de revenir aux États-Unis. C'est complètement dingue. C'est un peu comme si, en fait, t'étais prête pour les États-Unis toute ta vie, quoi. Ah ouais, en plus, ça a toujours été un rêve de gamine, mais tu vois, j'y avais jamais vécu et, je savais pas comment ça allait se passer concrètement. Mais ouais, c'était bizarre. Donc, une fois que tu as su que ça marcherait pas en France, vous êtes retourné aux États-Unis, ok. Mais comment est-ce que tu as fait alors pour, d'un point de vue immigration, finalement, pour t'y installer ? Bah, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, on s'était dit, on va aller vivre ensemble et c'est bon, on va se marier, il va avoir sa nationalité française et c'est bon, on reste ensemble, on vit en France.
Mais c'est l'inverse qui s'est passé en fait après 2 mois. On s'était même dit parce que enfin on avait passé un mois à 3 et enfin c'était très dur. Enfin c'était près de ma famille, mes amis. Enfin je kiffe mes amis et tout, hein, mais enfin c'était dur quoi. Du coup on s'est dit bon allez on prend un fresh start, un nouveau départ ensemble. Donc on va aller vivre à Nice et on a passé 1 mois et demi à Nice. Et enfin c'était pas mieux et du coup on est allé habiter à Boston. On s'est dit vas-y on quitte la France. Et pourquoi Boston? On voulait retourner à Austin, mais en fait, on avait plus de job là-bas. Et c'était très dur, alors qu'à Boston, il y avait la famille de mon mari. Donc, on s'est dit, bon, on repart de zéro à Boston. On va passer quelques mois là-bas avec la famille en attendant qu'on puisse retrouver un boulot de nous-mêmes et tout. Et donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mariée aux États-Unis pour pouvoir rester. Hein, on s'aime et tout, mais ça, Oui, t'inquiète pas. il y avait pas le choix quoi si je voulais rester. Du coup, je suis revenue aux États-Unis en tant que touriste, mais après j'ai fait une application pour la carte verte et j'ai eu ma nationalité américaine il y a 2 ans maintenant. Et Boston, quoi. Le monde est petit quand même, c'est rigolo. J'y vis depuis une dizaine d'années. On y était certainement au même moment dans la ville. C'est assez marrant. Tu y es resté combien de temps du coup? Et comment ça s'est passé? Juste 1 an. En fait, Boston, c'était un peu comme la France. J'avais vraiment l'impression que j'étais en France, mais aux États-Unis. Enfin, pour moi, je trouve que les gens, ils sont tellement très froids. Enfin, tu vois, il y a pas le small talk. Je sais pas comment. Il y a pas de mot en français, je crois, pour le small talk. Enfin, faire la conversation, quoi. Parler de la pluie du beau temps. Ouais, c'est pareil de la pluie et du beau temps, c'est ça. Enfin, juste enfin, tu vois quelqu'un, tu leur souris, tu dis bonjour. C'est ça. C'est pas convivial et en plus, mais c'est tellement froid. Mais enfin, c'est horrible, quoi. J'ai passé 1 an à Austin où, enfin, en gros, à Noël, enfin, t'es en débardeur, alors d'être à Boston où j'avais les gens qui littéralement ils skiaient devant la fenêtre chez moi. Je me dis mais j'ai atterri où là? Je supporte pas le froid moi. Enfin bref, il y a eu ça plus, enfin je sais pas, je me sentais pas. C'était mieux que la France, tu vois, mais c'était pas non plus. C'est pas le paradis quoi. Donc du coup on est retourné à Austin après 1 an. Ouais. Alors que Austin, à part le fait que ce soit là où vous êtes rencontrés, vous n'aviez pas d'attache particulière, si? Non, mais Austin, enfin c'est. Ah ouais, je suis in love quoi. Enfin les gens, la bouffe, le temps, tout quoi. C'est une culture. Tu vois genre à Boston, un truc qui me manquait de grave, déjà les breakfast tacos. Tu sais, c'est les tacos. Enfin tu mets des trucs de breakfast genre du bacon, des œufs et tout. Enfin c'est tout bête hein, mais je crois que c'est un truc des États-Unis. Et j'arrive à Boston, je demande des breakfast tacos et ils me regardent genre je suis folle. Je dis je sais pas, c'est pas un truc américain moi. Mais apparemment c'est un truc du Texas. Et ça me manquait trop en fait. Et aussi à Boston, il n'y a pas trop d'endroits où genre tu vas boire un verre et c'est des grands genre des jardins en fait. Tu vois à Austin, tu vas boire un verre au bar et après enfin les outdoors, tu vois c'est pas des terrasses au bord de la rue quoi. T'as des backyards, enfin c'est genre t'as un champ, t'as des tables partout, une scène. Enfin c'est plus européen mais pas ouais. Enfin j'aime beaucoup l'ambiance des cafés parisiens, tu vois, alors qu'à Boston, enfin c'était ni le Texas ni Paris quoi. Enfin c'était vraiment Ouais, donc zéro charme à tes yeux quoi. Enfin si t'aimes bien c'est cool hein, mais c'était pas pour moi quoi. Non, je m'incline, aucun problème. Est-ce qu'on peut quand même parler 2 secondes de la ville de Boston, puisque outre une expérience qui t'a pas particulièrement convaincue, t'es quand même devenue maman à Boston, non? Bah ouais, en fait je suis tombée enceinte en France. Oui, c'est ça en fait. Quand je suis émigrée, quand je suis venue aux États-Unis, de la France aux États-Unis, j'étais déjà enceinte de, je sais pas, 3-4 mois, je crois. Charlie, mon aîné, il est né à Boston. Enfin, jusqu'à 9 mois, je crois, il avait quand on est parti, était à Boston, quoi. Donc, ouais, ma vie de maman a commencé à Boston. Donc, c'est quand même un petit peu spécial malgré tout, quoi. Donc, quand même, un tout petit peu sentimental. Et à quoi est-ce que ressemblait du coup votre vie à Boston, dans le Massachusetts, à part le froid? C'était pas top en fait parce que en fait il y a, si tu veux, la mère de mon mari, elle habitait à Boston parce qu'elle est professeure là-bas, mais elle habitait avec des colocs. Et donc nous on est arrivés et on s'est retrouvés en coloc avec la mère plus ses colocs, moi qui étais enceinte. Enfin c'est pas très confortable hein, tu sais, on est arrivé de France, on avait un sac chacun, on se retrouve en coloc à Boston avec notre famille. Ouais non, on avait une petite chambre, ça nous a pris un moment, enfin tu sais, que de trouver un boulot, de pouvoir avoir notre propre place. Et les prix à Boston, c'était c'est assez cher Boston hein, pour ceux qui connaissent pas, et c'est vrai que enfin c'était pas la qualité de vie qu'on voulait quoi. Même
le truc tout bête, mais enfin une pizza à Boston surgelée, ça coûte $4 de plus qu'à Austin, tu vois. Enfin, c'est le budget, c'était pas la même qualité de vie. On n'était pas si proche que ça de la famille et on n'avait vraiment aucune attachement à la ville de Boston, quoi. Du coup, vous décidez de tout plaquer. Vous aviez quand même de la famille sur place. Donc, vous avez quand même le courage d'aller vous installer à l'autre bout du pays, même du continent, hein, parce que c'est vraiment à l'opposé. C'est complètement au sud des États-Unis et le Boston, c'est au nord-est. Comment se passe du coup votre nouvelle vie au Texas et à quoi ressemble votre quotidien? Tu nous racontes? Eh ben ça s'est passé mais très bien. Enfin on a conduit d'ailleurs de Boston à Austin, ça nous a pris plus d'une semaine parce qu'en plus on s'est retrouvé coincé dans un Charlie qui avait 9 mois dans la voiture. On s'est retrouvé on avait un chat qui était dans la voiture. On s'est retrouvé coincé dans un winter storms, donc une tempête de neige en Arkansas, là où il neige jamais. Donc on est resté bloqué. Ah ouais, donc ils savent pas particulièrement gérer. Ah non, ils savaient pas gérer. Du coup, il y avait pas de truc à neige là. Comment ça s'appelle? Un chasse-neige. Ouais, il y avait pas de chasse-neige et tout. Du coup, on était obligé de s'arrêter, mais vraiment, enfin, d'une minute à l'autre, la voiture sur le highway, elle a tourné. On a dû s'arrêter pour aller à l'hôtel. Horrible. On s'est dit, même pas, on s'est dit comment on va arriver, tu sais, du highway à l'hôtel, alors que c'était, enfin, à 2 minutes techniquement, mais et on a réussi et du coup on a dû rester 2-3 jours à l'hôtel. Enfin bref, on arrive à Austin en voiture et direct, enfin, on est allé dans les endroits qu'on connaissait ou là où on allait à l'endroit où on s'est rencontrés. Enfin, tu sais, direct on s'est ressenti à la maison en fait. Enfin, le confort, et c'est bizarre pour moi de dire ça parce que quand je suis rentrée en France, qui a été ma maison pendant 21 ans, j'ai pas ressenti ça. Et je reviens à Austin dans des circonstances totalement différentes, hein, en tant que maman maintenant et tout. Et on avait, enfin, pas de pied à terre. Parce que moi, à l'époque, j'habitais avec la famille quand j'étais fille au père. J'avais jamais eu mon propre endroit à Austin et tout. Et malgré tout, enfin, j'arrive à Austin et, enfin, c'est genre 1 an de, enfin, je me sens une nouvelle personne. C'était vraiment, c'est impossible à décrire. Enfin, c'est vraiment, c'est de l'amour, quoi. Je me permets une petite question et si tu ne veux pas y répondre, bien entendu, aucun souci. Mais pour que ce retour en France ait été si difficile et que le revenir à Austin si évident et si te procure autant de joie, est-ce que tu penses que ça a été uniquement le choc des cultures quand tu es rentrée en France ou est-ce que, je sais pas, est-ce que tu fuyais aussi peut-être un petit peu une situation particulière en France? Les deux. Ben, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu une fascination avec les États-Unis, c'est vrai. Mais tu vois, c'était une fascination, comme je disais, enfin, ça venait des films, je savais pas au final. Mais c'est vrai que au moment où je suis partie de la France, j'avais vraiment j'étais pas dans une bonne période de ma vie. J'avais essayé de faire, j'avais eu mon bac à l'arrache, hein, alors que j'avais toujours été une très bonne élève. Mais enfin, les années devenaient de plus en plus difficiles pour moi. Et après ça, j'avais fait deux ans à la fac. Mais j'y arrivais pas en fait parce que c'était trop de gens, c'était beaucoup trop overwhelming. C'était trop quoi. Les gens ils vont comprendre, c'était trop et j'y arrivais pas en fait et du coup 2 ans de suite j'ai fait que 1 mois à la fac parce que j'y arrivais pas, j'essayais, j'allais dans les amphis et tout et c'est pas que j'y arrivais pas avec les matières, c'est juste que l'environnement c'était pas, je pouvais pas, il y avait ça, trop d'angoisse, je savais pas quoi faire, enfin c'était difficile du coup, enfin je buvais beaucoup, enfin socialement, hein, pas en mode alcoolo, mais enfin tu vois, j'étais vraiment dans ma jeunesse et mes amis, tu vois, eux par contre ils commençaient à être plus matures, aller à la fac, ils avaient plus trop le temps et enfin j'ai commencé à perdre des amis, enfin mes parents forcément ils étaient pas contents avec moi, enfin c'était un peu enfin la descente aux enfers et enfin vraiment je me suis dit, enfin je savais pas ce que je voulais faire de ma vie quoi. Et au final ma mère elle m'a convaincue de faire des applications pour aller en école de commerce et tout. Et j'avais passé les écrits sans problème et tout. Il y avait une fac à Bordeaux, je kiffais. Je sais pas pourquoi Bordeaux, c'est une ville que j'aimais bien. Bref, mais après j'ai fait l'oral et ils m'ont donné 4 sur 20, les salauds. Hein, si vous m'écoutez Bordeaux, je me suis bien sortie de ma vie, hein, au final. 4 sur 20, et je putain, à l'oral, c'est méchant quand même. Tu vois, une interview avec quelqu'un donner 4 sur 20. Et enfin bon bref, tout ça pour dire au final du coup je m'étais rabattue, c'était soit la fac à 3, l'ESC, la fac de commerce, ce qui était ma 3e année après le bac d'essayer un truc nouveau. Soit je partais aux États-Unis en tant que fille au père. Et à ce moment-là de ma vie, franchement, d'ailleurs j'ai dit à ma mère, c'est bon, allez, je fais l'ESC, dernière chance en France.
Mais le matin de la rentrée de l'ESC, je me suis levée, je vois ma mère dans le salon, je lui dis parce que je suis fille unique en fait, donc c'était très dur l'idée pour ma mère, l'idée que je puisse partir aux États-Unis. Et je lui dis je suis désolée mais je peux pas en fait. Enfin, il faut que je parte, faut que je vois le monde, faut que j'essaye quelque chose d'autre pour moi quoi. Les États-Unis ça a toujours été un rêve et il faut que je vois si c'est pour moi et ouais, une semaine après j'étais partie quoi. Et c'est vrai que je me sens coupable parce que toute la nuit avant le jour de la rentrée à l'ESC, à l'école de commerce de Troyes, je m'étais dit je vais faire la rentrée, je vais pas aux États-Unis. Mais en fait, je le faisais pas pour moi, je le faisais pour ma mère, pour pas la décevoir. Et au fond de moi, c'est pas ce que je voulais. Et c'était genre la première fois dans ma vie, je crois que j'ai fait un truc vraiment pour moi. Mais je suis contente de l'avoir fait quoi. Et tu t'es écoutée en fait. Ouais. Alors, on va y revenir dans un instant, mais avant ça. Je voudrais revenir en fait sur comment j'ai découvert ton histoire et ton parcours. C'était en écoutant un podcast qui s'appelle L'étincelle invisible, animé par une copine qui s'appelle Warda, qui t'a interviewé pour parler donc de cette fameuse étincelle invisible de l'autisme. Tu parles de ton parcours avec tes enfants, mais aussi de ton propre parcours. Est-ce que tu pourrais revenir sur les circonstances en fait de comment est-ce que tu as découvert le diagnostic de ton aîné, Charlie ? Ouais, c'était du coup alors avec Charlie, on venait d'arriver à Austin et du coup il avait à peu près 1 an. Tout se passait pas trop mal quand il avait 1 an. Il était un peu effrayé pas un peu, il était carrément effrayé des autres enfants, mais c'était vraiment le seul truc qui était un peu bizarre si je puis dire, un peu hors du commun. C'est qu'à chaque fois qu'il voyait un bébé, il pleurait. On se disait bon il est peut-être timide. Tu vois, moi je me disais en plus dans ma tête, c'est vrai que moi les gens j'aime pas trop ça non plus, donc tu vois, c'est héréditaire. Enfin c'est pas que j'aime pas les gens, bref. Après. Et du coup voilà, c'était tout, mais il avait pas beaucoup de mots non plus, mais pareil on se disait bon il parle pas beaucoup, mais en même temps je lui parle français. Willy mon mari lui parle anglais, ça doit être ça. Enfin tu vois on avait une raison pour tout. Mais par contre vers 18 mois il a commencé à arrêter de parler complètement. Et là on s'est commencé à se dire c'est peut-être un petit peu bizarre quand même. Il parle plus du tout. Il passait ses journées à aligner ses petites voitures, les Hot Wheels là. Et tout ce qu'il faisait, c'était ça. Il faisait des lignes avec ses voitures. Il se mettait à hurler. Il a arrêté de manger, des nourritures qu'il aimait. Il parlait plus. Il était vraiment dans son monde, quoi. En fait, c'était notre premier enfant. Et c'est trop dur de savoir. Si tu vois, c'est ton premier gars. C'était en mode trop hyper vigilant. Ou si vraiment il y a quelque chose, tu vois. Je suis reconnaissante que j'étais sur des groupes Facebook et j'avais une maman qui avait un fils autiste et elle m'a dit fais ce test en ligne, ça te donnera au moins une idée. Tu vois, elle me dit je veux pas te faire peur, mais Charlie, je l'ai vu et les signes que tu me dis, c'est des signes d'autisme, quoi. Et donc du coup j'ai fait le test en ligne, ça s'appelle le MChat. Je sais pas si ça existe en France, mais Alors, selon l'Association pour la sensibilisation à la protection, l'éducation et la recherche sur l'autisme, le MChat, c'est un outil simple pour détecter chez des jeunes enfants avant 3 ans des risques de TED, troubles envahissants du développement, aussi appelé TSA, troubles du spectre autistique. Il peut être rempli par un parent. Il s'agit d'un questionnaire composé de 20 questions qui permet d'obtenir un score. Plus le score est élevé, plus il y a de risques que l'enfant ait un TSA, un trouble du spectre autistique. Cependant, ce test n'est aucunement diagnostique et doit absolument être complété par une consultation médicale. C'est donc plus à titre d'indication que celui-ci est en ligne. Vous pouvez le chercher directement sur Google, le MChat, M-CHAT, et vous devriez le trouver assez facilement en anglais comme en français. Allez, on retourne à notre discussion avec Aileen. En gros, c'est 20 questions et ça te donne un score de 0 à 20. Un score au-dessus de 3, il y a peut-être un petit risque pour l'autisme. C'est dit à ton docteur juste pour être sûr. Et au-dessus de 7, c'est ok, vraiment, fais un rendez-vous dès maintenant. Et Charlie, il a eu 17. Et là, on s'est dit ah ouais, mais les questions en plus, c'est des trucs tout bêtes que j'avais aucune idée que, c'était important. Genre, est-ce que ton fils te montre un avion du doigt quand il voit un avion dans le ciel? Non, il fait pas ça, mais sérieux, c'est important. Tu vois, à l'époque, j'avais aucune idée que c'était important, quoi. Non, mais c'est sûr que c'est hyper difficile. Et puis bon, c'est ton premier aussi, donc t'as pas non plus de point de comparaison. S'occuper des enfants des autres, c'est une chose, mais voir les étapes de développement, chaque étape de développement de ton enfant semaine après semaine, c'en est quand même une autre. Et puis vous êtes isolés, vous avez pas de famille, donc il y a personne non plus pour vous dire tiens, tu sais, pour essayer de t'en parler, quoi. C'est hyper compliqué, je trouve. C'est pour ça que c'est important, je trouve, qu'on en parle là aujourd'hui. À part mais
c'était des mamans qui avaient des enfants qui étaient nés au même mois que Charlie dans le groupe où j'étais sur Facebook. Ah oui, les mom groups, les groupes de mamans qu'on retrouve sur Facebook par quartier ou par communauté, qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Ouais, c'était pas de quartier, mais vraiment, enfin, c'était juste parce ils étaient nés au spring de 2013, printemps 2013. En fait, c'était bébé du printemps 2013. Enfin, bon, bref. Et on avait un truc où tous les dimanches, on racontait ce que nos gosses ils faisaient de nouveau. Ça s'appelait un brag thread. Et toutes les semaines, tous les dimanches, je lisais le thread et je disais putain, mais les gosses, il y en a même. Enfin, Charlie, il était né au début du printemps et ils n'arrivaient pas à faire ce que les autres gosses ils faisaient. Et tu vois, les autres mamans, enfin gentilles, elles essayaient de me rassurer au début. Elles me disaient non, mais pas comparer, il se développe à son propre rythme et tout. Mais à part cette maman justement dont je te parlais, qui a un fils autiste, mais qui m'a dit oui, c'est vrai, mais en même temps, peut-être, enfin, fais le test. Enfin, tu vois, il y a rien à perdre en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le test. Et de là, enfin, c'est là que le diagnostic est arrivé en fait. Il y a des thérapeutes qui sont venus à la maison pour l'évaluer. Et oui, bien sûr, ils ont vu qu'il avait des gros retards de développement. Il a même pas 2 ans, on a fait le test, il avait peut-être 20 mois. Dès que j'ai vu le test où vraiment ça disait 17 sur 20, alors que tu vois c'était 7 ou plus, où faut s'inquiéter, je me suis dit. Du coup, j'ai fait le phone call vite et c'est vrai qu'on a eu de la chance que pour cette évaluation. Mais tu vois, c'était pas des gens qui étaient équipés à diagnostiquer l'autisme. Ils savent juste si ça a un retard ou pas. Et justement, après 2 mois de faire la thérapie à la maison, c'était de la orthophonie et c'est quoi OT? OT, c'est Occupational Therapy et c'est un ergothérapeute, il me semble. Mais du coup, je crois que tu parles de Early Intervention, qu'on appelle aussi EI pour les initiales EI. Est-ce que ça t'embêterait d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Parce que je pense que c'est un dispositif qui est relativement unique aux États-Unis par rapport en fait au reste du monde. Je crois qu'il s'agit des enfants uniquement avant 3 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est pour les gosses de la naissance à 3 ans. C'est vraiment, ils s'occupent de n'importe quel retard de développement, que ce soit physique, par exemple les enfants qui ont du mal qui marchent plus tard ou rampent, ou que ce soit la parole, les fine motor skills, enfin se nourrir, vraiment tous les retards du développement avant 3 ans. Et c'est soit gratuit, soit vraiment très très pas cher. Ça dépend de ton salaire en fait. Et mais c'est vraiment c'est fait pour que tout le monde puisse en profiter quoi. Nous c'était gratuit pour nous et du coup ils étaient venus à la maison pendant quelques mois et en plus tu vois Charlie il avait qualifié pour 2 heures de orthophonie, 2 heures de, je crois que ça s'appelle l'ergothérapie. Et il y avait une autre heure où c'était où en gros ils apprenaient les parents comment des stratégies pour aider leurs enfants et tout. Je trouve ça vachement chouette personnellement, le fait en fait d'impliquer les parents, de faire une sorte de coaching parental, bien sûr pas pour t'apprendre à être parent, mais pour t'impliquer et savoir comment aider ton enfant au jour le jour. Bah c'est important parce que il y a beaucoup de thérapies où ils le font au centre et après qu'ils apprennent au centre, en fait ça se généralise pas à la maison parce que c'est différent. Donc ouais, j'aimais bien l'idée, mais après quelques mois ils nous ont dit écoutez, pas être pessimiste, mais là on a l'impression que c'est un petit peu out of our league, je sais pas comment on dit, il se passe plus que juste des délais de développement, c'est sévère et on n'a fait aucun progrès malgré tout. Faudrait que vous alliez voir un pédiatre du développement pour faire une évaluation sur l'autisme. Parce que à ce moment-là, on sait qu'il y a des retards du développement, mais le mot autisme en tant que tel n'a pas encore été posé ici. Ça a été posé à cause du test, oui, la score 17, le MCHAT que ça s'appelle. Mais il n'a pas de diagnostic. Tu vois, c'est dans l'air, mais personne veut vraiment dire. Tu vois, c'est pas diagnostiqué quoi. C'est une possibilité. Et du coup, voilà, c'était vraiment la seule personne. Je sais pas si c'est pareil à Boston, mais aux États-Unis, à Austin, qui pouvait diagnostiquer l'autisme, c'était soit un neuro, soit un pédiatre du développement. C'est un peu hint, allez, va voir un pro quoi. Mais bon, je crois à ce moment-là, moi perso, parce que du coup j'avais commencé à lire sur l'autisme, je le savais, tu vois, en tant que maman. Je regardais tous les signes de l'autisme, mais il cachait, toutes les cases quoi. Et du coup, on a eu beaucoup de chance parce que les listes sont longues, les listes d'attente, et c'était genre 6 mois. Moi, je suis un peu têtue, un peu relou, et j'arrête pas de les appeler et tout, et je leur ai dit, s'il y a un désistement, je le prends et tout. Donc tous les jours, je les appelais et tout.
Et au bout d'un moment, ça a marché. Et du coup, le lundi d'après, on a eu un rendez-vous, quoi. Alors, au lieu de 6 mois, ça a pris genre 2 semaines. C'est bien d'être un peu relou parfois. Surtout quoi, quand il s'agit de ce genre de trucs, franchement. Ah mais c'est évident, en plus il s'agit de tes enfants. Et puis je crois que ce qu'ils disent, c'est que tout ce que tu peux faire en termes d'aide en fait pour tous les troubles du développement avant 3 ans, c'est ce qui aura le plus d'impact dans le futur de l'enfant, non ? C'est là que le cerveau il se développe en fait le plus jusqu'aux 3 ans. C'est tellement important. Et enfin, il avait même pas 2 ans, mais enfin, moi une fois que je suis partie, c'est bon quoi. Et du coup, je suis contente que j'ai fait ça parce que oui, du coup, il a été diagnostiqué autiste officiellement à ce moment-là et c'était un peu le début d'une nouvelle vie quoi. Bah oui, j'imagine, tu découvres un peu un univers parallèle. Alors, tu connaissais du coup le programme de EI, de ton état, d'Early Intervention, donc avant 3 ans, qui a priori n'était pas adapté aux besoins à ce moment-là en fait de Charlie. Quels sont les accompagnements qui te sont proposés ? J'ai entendu parler des ABA ou ABA, l'acronyme. Est-ce que d'ailleurs tu peux m'aider d'un point de vue nomenclature ? Je ne sais pas, comme j'ai compris que l'autisme n'est pas une maladie, on ne parle pas de traitement, est-ce qu'on parle de thérapie, est-ce qu'on parle d'accompagnement ? Si tu peux m'aider et m'éclairer un petit peu là-dessus, comment définir ces accompagnements et comment ça se passe pour toi et ta famille ? Il y a tellement de ça dépend, soit c'est du support, soit c'est de la thérapie, enfin ça dépend vraiment, enfin chaque truc, comme tu dis, a une catégorie différente quoi. Nous ce qu'on a été recommandé directement c'était la thérapie ABA, ABA therapy et pareil c'est un truc, enfin ça a ouvert l'autisme a ouvert un monde que j'avais mais aucune idée existait parce que la thérapie ABA qui n'est pas très connue en France, pas très disponible, est tellement controversée aux États-Unis. Bon, il y a des adultes autistes qui disent qu'ils ont été en ABA il y a des années et que c'est de l'abus parce que ça essaye en fait de rendre que c'est de la discrimination contre les personnes handicapées parce que ça essaye de rendre une personne autiste normale. Et moi, ça me rend dingue quand les gens ils mettent cette perspective là-dessus parce que je veux pas qu'il soit normal, j'ai envie qu'il communique des trucs nécessaires en fait. Enfin, tu vois, si un enfant va à l'école, un enfant normal, j'aime pas ce mot normal, neurotypique, personne va dire quoi que ce soit, enfin normal, juste parce qu'il va apprendre des choses quoi. Charlie c'est pareil, c'est pas que j'ai envie qu'il soit pas autiste, j'ai envie qu'il puisse parler, qu'il puisse utiliser les toilettes tout seul, qu'il ne court pas dans la rue devant les voitures en mode sans comprendre que ça peut le tuer. Des compétences mais de base que n'importe quel humain a le droit d'accéder quoi. C'est pas que je veux qu'il soit normal, non, je veux qu'il soit heureux, indépendant et en sécurité quoi. Ouais, bien sûr. OK. Donc du coup, vous commencez le ABA, l'ABA avec Charlie. Tu mentionnais à l'instant que ça commence tout juste en France. Comment est-ce que l'autisme est pris en charge en France ? Alors, je sais que tu n'as pas vécu en France avec Charlie, mais j'imagine que tu as peut-être des idées et quelques éléments de comparaison en fait entre les États-Unis qui semblent être un peu le fer de lance sur le développement, l'accompagnement des enfants autistes, et la France qui est pas ouf, même si de ce que je lisais, il y a quand même pas mal de progrès ces dernières années. Bon, j'ai jamais vécu en France avec un enfant autiste, donc tout ce que je connais, c'est par des expériences qui m'ont été données à moi. Mais déjà, je sais qu'il y a très très peu de centres ABA et ABA en France, et aussi qu'ils sont, c'est pas pris en charge. Déjà, si les parents ils veulent, faire l'ABA, déjà s'ils ont accès à ça. S'ils veulent faire ça, c'est tout out of pocket, c'est de leur poche. Donc déjà ça revient très cher et en plus, c'est pas pour être méchant, mais ils ont pas la même expérience bien sûr parce que c'est beaucoup plus nouveau là-bas, donc ils connaissent pas tout encore. Ils sont toujours en apprentissage en fait. Mais non seulement ça, mais l'autisme en France déjà, à moins que tu sois tu vois Charlie en France, je pense qu'il aurait été diagnostiqué parce qu'il est autiste sévère, il est non-verbal. Mais tu vois, moi en France, mais jamais, bien sûr, tu vois, j'étais en France, personne m'a, parce que je suis trop normale, d'une façon, ça se voit pas en fait. C'est con à dire, je déteste ça, mais ça se voit pas. Et en France, si ton autisme se voit pas, si c'est pas évident, tu vas pas être diagnostiqué quoi. Alors
corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'une des grandes différences qu'il y a entre la France et donc le pays dont on parle aujourd'hui, les États-Unis, dans la prise en charge des handicaps en général et de l'autisme en particulier, il y a une énorme tolérance et inclusion véritablement des personnes autistes dans la société, dans le système scolaire, dans la vie en fait de tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'empathie comparativement à la France. Alors, je sais que tu n'as pas vécu en France en tant que maman d'un petit garçon autiste, voire de 2 petits garçons autistes, mais peut-être que tu as, je sais pas, quelques perspectives à partager là-dessus. Oh non, totalement, mais sur des trucs, mais même tout bête. Et je sais qu'en France, depuis cette année, l'année dernière, ça commence à changer doucement, mais par exemple, ici, il y a des cinémas, par exemple, qui ont des heures pour les enfants autistes. C'est tout bête, hein, mais c'est tellement gentil. Ouais, il y a même des trucs à l'aéroport, où les enfants autistes aux États-Unis, ils peuvent pratiquer. Aileen ici parle d'un programme qu'on retrouve dans tous les États des États-Unis qui propose aux enfants autistes et à leurs familles de faire comme un exercice, une répétition avant de voyager. Attendre dans les queues, le bruit de l'aéroport, l'attente tout court, les lumières, ça peut être un élément déclencheur d'angoisse et d'anxiété pour les autistes. Et donc, cette association propose aux familles et à leurs enfants de venir faire une répétition, de passer la sécurité pour de faux et d'être amenés jusqu'à un avion juste pour s'entraîner, pour que le jour J, ça se passe bien. C'est ouf, non ? Imagine ça en France, mais n'importe. Non, jamais ça arrive en France. Peut-être un jour, hein, mais ça paraît tellement progressif, ce genre de truc où tu peux. Je trouvais ça trop bien. Je l'ai jamais fait, mais parce que j'ai pas eu l'occasion, mais je trouvais ça vraiment bien. Aussi, il y a des tas de coiffeurs qui ouvrent 2 heures avant, juste pour les enfants autisme, des supermarchés. C'est vraiment sur les petites choses comme ça, mais il y a pas beaucoup d'événements aussi qui sont juste pour les enfants autistes. Mais l'école aussi, c'est un truc, c'est ouf. Bon, alors moi, je veux dire l'école, Charlie et Jude, c'était leur premier jour aujourd'hui. Hein. Bon, ça s'est pas non plus passé super bien parce que voilà, Charlie, en fait, les enfants ils vont à l'école de là où tu habites. En fait, c'est par zone géographique. Et nous, là où l'école de laquelle on dépend, elle est pas top. Malgré tout, c'est la loi, ils sont obligés de prendre Charlie, malgré qu'il soit non-verbal et tout, ils sont obligés de trouver une solution pour que Charlie, il ait accès à l'école publique gratuitement, n'importe où que ce soit, comme tous les autres enfants. Et donc, bon, aujourd'hui, c'était son premier jour et bon, ça s'est pas bien passé. Ils se sont rendus compte que, à cette école-là, ça va pas le faire. Mais ça, je le savais. C'est pas une école spéciale. C'est la petite école de quartier. Ils ont pas l'expérience. Je le savais. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire évaluer encore par le school district, par l'école, en gros, le système scolaire. Et de là, il va être transféré à une école qui va pouvoir accommoder tous ses besoins. Et l'école va devoir procurer un bus, donc il va venir le chercher à la maison tous les jours et le ramener. Et tout ça, c'est gratuit. Et il a le droit, comme n'importe quel enfant, d'être à l'école avec les autres enfants. Tu vois, c'est même pas. En France, c'est très. Je trouve que c'est assez divisé. Je me souviens quand j'étais au collège, et d'ailleurs maintenant je trouve ça mais tellement méchant. C'était vraiment genre limite. Il y avait la blague comme quoi les SECPA. Je sais pas si ça se dit. À notre école, à mon collège, c'était une classe différente avec les enfants handicapés en fait. Et je sais pas, c'était l'insulte. Ouais, tu fais quoi toi? On dirait un SECPA et tout. Tu vois. Et même rien que le mot autiste. Et attends, il y a même Fillon, je crois, qui est l'homme politique là, qui l'a utilisé il y a quelques années. Le mot autiste est tellement utilisé, mais c'est utilisé comme insulte ou genre comme en mode sourd. Les gens ils croient que autisme c'est synonyme de sourd ou je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de awareness les gens ils connaissent pas l'autisme, ils comprennent pas. Alors effectivement, énormément de gens ne connaissent pas l'autisme. On pense que c'est soit des petits génies, genre Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, soit des gens qui ne comprennent pas et ne peuvent nouer aucun lien. En vérité, il s'agit d'un spectre et on parle de TSA, trouble du spectre autistique. Il y a à peu près autant de formes d'expression de l'autisme chez les gens que d'autistes. Et l'autisme touche énormément de monde puisqu'il y a différentes estimations qui tournent, mais entre 1 sur 50 et 1 sur 100 personnes seraient autistes. L'autisme est donc un trouble du développement que l'on retrouve sous la forme de 4 grandes caractéristiques. La première, une difficulté sociale et des difficultés même de compréhension, des troubles sensoriels, des intérêts spécifiques et répétitifs,
et une certaine rigidité mentale et une résistance au changement. Puisqu'il s'agit d'un spectre, comme je vous le disais, l'expression de chacune de ces caractéristiques va varier grandement d'un individu à l'autre. Enfin, pour conclure cette définition très courte et très sommaire, il est important de comprendre que l'autisme n'est pas une maladie. On n'en guérit pas, c'est un trouble du développement. On appelle ça le TSA. Vous retrouverez régulièrement cet acronyme, en anglais on dit ASD. TSA pour trouble du spectre autistique, ASD pour Autism Spectrum Disorder. Et je crois que aussi les gens ils comprennent pas à quel point le spectre il est grand en fait sur l'autisme. C'est pas une maladie, c'est un handicap, mais aussi mais ça les gens tu vois ils connaissent pas encore en France, mais aux États-Unis, mais il y a tellement de controverses, genre c'est le débat entre est-ce que tu dis je suis autiste ou j'ai de l'autisme, donc I have autism or I'm autistic. Après il y a le débat sur la thérapie ABA. Il y a le débat sur le puzzle, parce que le puzzle c'est le symbole de l'autisme, et il y a beaucoup de controverses sur ça. Il y a le débat sur la couleur bleue. Enfin, tout est un débat en fait aux États-Unis sur l'autisme. Mais moi en tant que blogueur, ça me fatigue mais tellement. Les gens ils trouvent toujours un truc à être en colère en fait. C'est juste que en fait ils comprennent pas, parce que tous les gens qui créent ces controverses, si tu veux, c'est des autistes de haut niveau. Ah oui, d'ailleurs, t'as pas le droit de dire le mot autiste de haut niveau. Moi, je le dis. Parce que ils comprennent pas que le spectre, tu vois, eux, déjà, ils ont la chance de pouvoir être avocats pour themselves, de pouvoir, s'exprimer par eux-mêmes, de se défendre et d'exprimer leurs idées sur les réseaux sociaux. Et après, t'as des enfants comme mon fils, Charlie, qui va peut-être, sûrement jamais pouvoir même, communiquer, avec sa maman. Et eux, ils comprennent pas à quel point, leur autisme, c'est pas un autisme comme mon fils, quoi. Genre, moi, je suis autiste, mais c'est même pas comparable avec l'autisme de mon fils, quoi, de Charlie. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment que les gens, ils comprennent. Tu vois, moi, je suis autiste Asperger. Vous connaissez ce mot, Asperger? Et c'est tellement différent de l'autisme sévère, de non-verbal, en fait. Ouais. Je trouve que ça devrait être vraiment différent. C'est trop confusant. Effectivement, Aileen a écrit un article à ce sujet sur son blog theautismcafé.org. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Elle nous raconte que suite au diagnostic de son aîné, Charlie, certains tests, certains diagnostics, certaines évaluations lui ont mis la puce à l'oreille. Elle s'est rendue compte qu'elle avait finalement peut-être plus de points communs avec son fils qu'elle ne l'imaginait. Alors elle a elle aussi décidé d'être évaluée et de passer différents tests pour savoir si elle était ou non sur le spectre autistique. Les résultats ont été positifs, Aileen est autiste. Puis, en réfléchissant bien, vous vous souvenez quand elle nous parlait de ses difficultés à l'université, de suivre plus d'1 mois d'enseignement à la suite. Elle s'est dit qu'en fait, ça pouvait expliquer bien des troubles qu'elle avait vécus dans son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte. Ah non, mais c'est totalement sûr. À l'époque, je savais pas. Pour moi, l'autisme, c'est con, mais c'était, ce que je voyais dans les films, c'était soit les gamins qui ont comme ça et qui mettent les mains sur les oreilles et qui parlent rien, ou alors c'était les génies un peu awkward, tu vois. Et pour moi, j'étais ni l'un ni l'autre, et je pense jamais ça m'est passé à l'esprit que je pouvais être autiste. Mais maintenant que je le sais, mais bien sûr, c'est pour ça, j'ai toujours eu du mal à le bruit à la fac, les trop de gens, comprendre, les interactions avec. C'est tellement compliqué la fac, les gens ils se rendent pas compte, mais pour moi, mais c'était tellement une torture, et je comprenais vraiment pas pourquoi en fait tous mes copains, copines, tu vois, je suis pas bête clairement, et pourquoi j'y arrivais pas en fait, et ça m'a tellement frustrée, j'étais tellement en colère contre moi et contre tout le monde, et maintenant de savoir pourquoi, ça m'aide un peu à être plus gentille envers moi-même. Alors justement, Aileen, je te le disais, je t'ai découverte en écoutant le podcast L'étincelle invisible qui parle de l'autisme et de la neurodiversité. Tu y intervenais en tant que créatrice du blog The Autism Café. À quel moment, dans ta parentalité, est-ce que tu as eu envie, voire même peut-être besoin, de documenter ta vie de maman d'enfant autiste et de maman autiste finalement tout court? Oui, je raconte un peu tout en fait, c'est vrai. C'est marrant parce que quand je grandissais en France, on me disait tout le temps... dès que tu racontes un peu ta vie, on disait j'ai mangé une pomme et tout. Les gens ils te faisaient te sentir mal en fait dès que tu racontais un peu des trucs personnels. Je sais pas si c'était mon expérience à moi à l'école, mais
j'ai toujours aimé écrire et tout. Enfin, c'est toujours été mon truc depuis que j'étais gosse. J'avais tellement envie d'éduquer les gens en France parce que du coup j'ai joint des groupes Facebook en français sur l'autisme et c'est là que je me suis rendu compte après que Charlie a été diagnostiqué qu'il y avait un monde, que c'était tellement différent l'autisme en France et l'autisme aux États-Unis. Quand j'en parlais dans les groupes français, les gens ils me disaient mais what? Il est en ABA thérapie mais 40 heures par semaine aux États-Unis, tu payes c'est couvert. Et je disais bah ouais, je savais pas que c'était pas normal, tu vois. Je dis bah en France ça doit être beaucoup mieux parce qu'en France il y a la sécu, le monde entier parle du système santé en France, alors que mais non, mais pas du tout quoi. Et après justement c'est quand les gens ils ont commencé à dire des trucs bizarres sur l'autisme, appeler ça une maladie, ils me disaient ah ouais, ça va s'arranger, les Français, tu vois, ils essayaient de me, c'était pas méchant du tout mais c'était ignorant en fait, et c'est de là que c'est parti en fait. J'avais juste envie d'apprendre aux gens en fait ce que l'autisme était et ce que c'était pas. Et d'ailleurs mon premier post était en français, ce qui est marrant parce que c'était juste sur ma page perso, c'était pas un blog ni rien, mais le truc il avait été partagé 500 fois alors que j'ai genre 200 amis Facebook. Tu vois, c'était bizarre en fait. Je t'ai raconté juste que Charlie à l'époque, je savais pas à quel point son autisme était sévère, mais j'avais pas envie que les gens ils croient qu'il était débile en fait. J'avais juste envie d'expliquer ça quoi. Et donc du coup c'était ça mon premier post en français, et après les gens ils me disaient mais tu devrais vraiment créer un blog et tout, et j'ai commencé par une page Facebook et je sais pas comment expliquer, mais ça m'a changé la vie d'une façon où depuis que je suis toute petite, moi j'ai appris à lire et à écrire quand j'avais 3 ans. D'ailleurs ça fait partie de mon diagnostic d'autisme. À l'époque on pensait que j'étais surdouée en fait, les professeurs, et jamais l'autisme n'est venu, on me disait toujours ouais, les surdoués c'est tout quoi. Et c'est toujours un truc qui m'a passionnée, l'écriture, et je me suis toujours retenue pour ce que je te disais avant, du fait que les gens à chaque fois que je raconterais un truc personnel, j'avais l'impression que c'était j'avais pas le droit de faire ça. Tu vois, si tu racontes ta vie, on se fout de ta gueule en fait. Mais quand j'ai commencé à écrire en anglais, je sais pas si c'est parce que c'est une audience différente, tu vois, mais les gens ils étaient tellement reconnaissants en fait d'entendre mon expérience. Ça m'a tellement fait chaud au cœur quoi. Ils disaient mais t'écris tellement bien, en plus c'est même pas ton langage principal, et c'est tellement honnête, et ça me fait me sentir pas seule en fait. Les gens ils n'arrêtent pas de me dire ça. Oui, parce que j'imagine aussi que comme tous les handicaps invisibles, c'est du coup des troubles qui sont très très isolants. Oui, c'est très très isolant l'autisme. Avoir un enfant diagnostiqué autiste en fait, surtout quand tu connais personne près de toi, et c'est pour ça que l'internet c'est bien, parce que tu peux rencontrer des gens, des gens qui vivent les mêmes expériences, même s'ils sont pas dans ta ville en fait. Mais tu peux aussi rencontrer des gens de ta ville. Mais c'est bien, c'est ça connecte, et tu peux vraiment. Tu vois, si quelqu'un veut pas lire mes posts et ils m'aiment pas, ils peuvent me bloquer, ou ils scroll, tu vois. Et du coup, il reste les gens qui vraiment, c'est ton audience quoi. C'est les gens qui get it, qui comprennent. C'est important d'avoir des gens autour de soi qui comprennent. Alors, je te suis sur Instagram depuis quelques temps, et je pense que c'est important qu'on discute de ce qui t'arrive et de la campagne de cyberharcèlement qui a été orchestrée contre toi par un mouvement qui s'appelle Actually Autistic. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne ? Et puis surtout pour pas taire en fait des choses comme ça. Ils essayent de me dire mais tais-toi, parce que je te disais la couleur bleue, le symbole de la pièce de puzzle. Ils ont des idées, et en fait si tu n'es pas d'accord avec leurs idées, voilà, ils t'insultent, tu vois, là ils sont dans leur période où ils mettent des one star review, ils me mettent 1 étoile sur Amazon sur mon livre alors qu'ils l'ont même pas lu, juste pour pour essayer de m'affecter. Il y a 1 an ou 2, ils ont contacté mes managers, c'est des fous, ils ont écrit des blog posts sur moi en m'insultant. Ils ont essayé de contacter les services sociaux, mais comment ça s'appelle, les CPS. Oh wow, Child Protective Services, c'est la DAS quoi en fait en France. La DAS, non mais c'est des tarés, ils m'insultent, et je me prends des insultes, mais même pas idée quoi. Du sexual harassment, des insultes, vraiment des insultes, me dire mais tu mérites pas tes enfants, tu les mets dans de la thérapie parce que tu les détestes, tu veux qu'ils soient normaux, c'est pour ça que tu les mets dans la thérapie ABA.
c'est des fous. Enfin, je veux pas que mes enfants ils soient en thérapie parce que je veux qu'ils soient normaux. Tu connais les social justice movement? C'est les mouvements, ils partent d'une très bonne intention, tu vois. Genre eux, leur idée, enfin c'est vraiment justement, c'est ce que je voulais aussi, tu vois, c'est que l'autisme soit pas vu. Bien sûr, c'est un handicap, mais qu'on voit aussi les bons côtés. Et enfin, comme quoi, c'est pas la fin du monde. Mais eux, ils ont poussé le truc à un niveau mais tellement extrême que maintenant tout ce que tu fais, genre pour aider un peu le handicap, c'est vu comme de l'ableism. Je sais pas comment ça s'appelle, la discrimination en faveur des personnes qui sont normales en fait. En gros, ils disent que par exemple la thérapie ABA, bah c'est de la discrimination contre les personnes handicapées parce que tu essayes de faire rendre la personne normale. Et tout ce que je dis pour eux sur les réseaux sociaux, enfin ils tournent ça comme moi je suis une personne qui fait de la discrimination contre les personnes handicapées, alors que je suis moi-même autiste et que mes 2 enfants sont autistes en fait. Hein. Jude est autiste aussi, a été diagnostiqué en mars. Lui par contre il est comme moi, il est de haut niveau, genre autiste Asperger. Donc ouais, c'est un peu la vie, mais ils existent aussi en France hein, malheureusement et ils sont en train de monter en puissance, ce qui est triste. J'espère vraiment que le mouvement va pas grandir en France parce que aux États-Unis c'est assez horrible hein. Et quand il y a des parents justement qui parlent, ils demandent de l'aide, tu vois, pour la thérapie pour leurs enfants, ils se font attaquer mais direct. C'est ce groupe d'autistes adultes leur dit non mais enfin t'es horrible, mais rien que le fait de penser que ton enfant a besoin de thérapie, ça te fait que t'es un parent horrible. C'est leur mentalité. C'est incroyable et je t'admire beaucoup par la force que tu dégages et la force dont tu fais preuve avec tout ça. Tu as l'air de t'être forgé une sacrée carapace vis-à-vis de la violence des reproches en fait qu'on te fait et des attaques hein, clairement. J'imagine que quand on lance un blog comme ça, on s'attend pas à devoir gérer ce genre de situation. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es entouré? C'est venu avec le temps. Hein. Enfin, rien qu'il y a 2 ans, par rapport à mon blog et tout et mon livre et tout, j'avais une agent qui est devenue ma copine et tout et m'a aidé mais tellement sur ce niveau à gérer tout ça en fait le stress que ces attaques c'est tellement horrible parfois je me reçois mais sans exagérer hein, mais 200 de ces commentaires en mode t'es une vieille merde, tu mérites pas tes enfants mais par jour et je sais il y a des jours peu importe tu vois même si je suis forte et tout je suis quand même tu vois je suis humaine et ça m'atteint en fait c'est tellement triste mais j'ai tellement l'habitude maintenant que ça m'affecte beaucoup moins juste parce que je sais que c'est pas personnel et je sais qu'à chaque fois que je poste ça va arriver tu vois maintenant je suis très je sais que ça va se passer et je me dis c'est pas personnel c'est je sais pas c'est leur vie c'est d'être en ligne et d'insulter les parents et les gens qui parlent de l'autisme, la thérapie ABA, de la couleur bleue, du pesant et ça mène un peu. Après, c'est vrai que quand ils commencent à s'attaquer à mon business, tu vois, à contacter mes managers, à mettre des avis sur mon livre sans l'avoir lu et tout, ça me fait mal et ça m'emmerde quoi. C'est très violent. Au fur et à mesure des années, ça va mieux, mais j'imagine même pas comment une maman qui vient de recevoir un diagnostic qui lit ce genre de commentaires, parce qu'ils en ont rien à foutre. Hein, si la maman elle a reçu le diagnostic hier. Et elle y connaît rien, tu vois, aux controverses, et elle veut juste des réponses pour son enfant, elle va se faire insulter aussi, tu vois. Et après, ce qui se passe, c'est que les mamans, elles sont terrifiées, de poster sur les réseaux sociaux, et elles se sentent encore plus seules, et c'est horrible. C'est quoi la suite du coup pour toi personnellement, pour ta famille, tes enfants et pour ton blog The Autism Café? C'est une bonne question. Ouais, je sais pas, la suite moi je prends un peu comme ça vient, c'est vrai que j'ai beaucoup de rêves en fait et je suis assez têtue, tu vois, un de mes rêves c'est d'écrire un TV show, une série télé sur l'autisme justement qui montre les 2 mondes parce que pour moi l'autisme à la télé c'est soit comme je le disais tout à l'heure, tellement sévère que le gamin, t'as l'impression il peut rien faire, il est complètement shut down, ce qui arrive dans quelques cas, mais tu vois, mais même l'autisme sévère comme mon fils Charlie, il y a toujours des moyens de les accéder. Et, tu vois, Charlie communique avec une application sur son iPad. Tu vois, j'aimerais bien montrer ça.
mais en France, je suis sûre les gens ils connaissent pas trop, tu vois. Et mais par contre, je voudrais aussi montrer dans le même la même série télé comment quelqu'un comme moi, tu vois, peut aussi être autiste. Parce que même si tu vois, j'ai l'air trop normal et tout, mais enfin, j'ai trop de trucs, où j'ai des soucis, tu vois. Et juste parce que mon autisme il est plus faible, moins sévère, ça veut pas dire que que c'est pas un handicap, tu vois. Et c'est pour ça, donc j'aimerais vraiment écrire ce TV show, cette série que j'écris en anglais. Et c'est vrai que j'ai un peu basculé sur l'anglais depuis que j'avais été aux États-Unis. C'est génial, c'est une idée vraiment brillante et j'ai hâte de voir ce que t'en fais. T'en es où du coup de ce projet? J'ai écrit un quart d'un script. Après, c'est beaucoup plus difficile. Alors j'ai 2 livres qui sont sortis déjà. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire un script de télé parce que c'est très le formatage, c'est très différent. Enfin, c'est que d'écrire un livre, un roman ou un livre, quoi. Et du coup, je suis en train de tout réapprendre en plus de devoir penser à l'histoire et ça prend beaucoup de temps et genre après, j'ai aucune idée où je vais aller. Je demande à qui c'est qui veut acheter mon script. Eh ben écoute, si un jour tu as envie de l'adapter sous la forme d'une fiction audio, fais-moi signe, je serai ravie de t'y aider. Ah bah c'est cool. Écoute, tu vois, je fais des connexions. Écoute, elle va acheter un script pour la télé. Vous me contactez. Une des demandes que j'ai auprès de mes invités à chaque fin d'épisode, c'est: est-ce que tu pourrais m'y amener ? Est-ce que si je ferme les yeux, tu peux me décrire un peu ce que je vais ressentir ? Quelle est l'atmosphère de cette ville ? Qu'est-ce que je vais voir ? Qu'est-ce que je vais sentir ? Qu'est-ce que je vais goûter ? Qu'est-ce que je vais vivre dans ton Austin ? Direct déjà, il va faire chaud. Ah oui, genre toute l'année. C'est vrai qu'on a eu un ice storm qui était ouf, une tempête c'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir. Parce que du coup, on a perdu le courant parce qu'on n'était pas du tout équipés. On n'a pas eu l'électricité pendant des jours, pas d'eau, pas de chauffage. Il faisait moins 17 à un moment. Truc de ouf. Bon, je suis là, on a survécu. Mais normalement, il fait chaud à Austin, normalement. Ah oui, genre everything is bigger in Texas, et même les ice storms, quoi, les tempêtes de glace. Et oui, ça, c'est vraiment vrai. Tout est plus gros au Texas. Ça, c'est un truc, genre même les bananes, les avocats. Enfin, ma mère, à chaque fois qu'elle vient, dit c'est ouf. Et moi, j'ai oublié à quel point tout est petit en France, je crois. Alors au Texas, il y a tellement des endroits. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est tout est convivial. En fait, tu vas quelque part, tu vas voir des gens dans la rue, ils vont te sourire, ils vont te dire bonjour. Et t'inquiète pas, il y a pas de piège. Je te jure, ils disent bonjour, ils le pensent. Et ça, c'est trop bien. Et après, si tu vas aller dans un bar, tu peux emmener toute ta famille. C'est genre c'est la campagne au milieu de la ville, en fait. Les bars extérieurs, ils sont énormes. C'est des endroits, mais ils sont partout. Mais rien qu'à côté de chez moi, là, à moins de 5 minutes de chez moi, j'en ai 10, sans exagérer. Et dans tous ces gros bars, en fait, qui sont juste des champs, limite. Et après, je dis champs, mais ça paraît stupide. Mais non, c'est vraiment juste des grands jardins. Et t'as des trucks. Ouais, les food trucks. Je crois que c'est assez connu pour les food trucks. Et aussi, c'est la live capital music of the world. Donc, du coup, il y a de la live music tout le temps. Enfin, il y a toujours des gens qui font des concerts, soit des petits concerts, tu vois, du petit musicien avec sa guitare ou des trucs plus gros. Enfin, il y a de la musique partout. Les gens, ils sont heureux. Les gens, ils s'habillent comme ils veulent. Personne, va rien dire. Enfin, c'est la ville qui me rend heureuse, quoi. Ouais, ça se sent. C'est assez communicatif. On sent que c'est arrivé chez toi. Au final, là, tout de suite, tu te considères quoi ? Plutôt française ? Plutôt américaine ? Plutôt française aux US ? T'en es où de ton identité, là ? C'est dur à dire parce que la France sera toujours... c'est là où je suis née et tu vois, j'aime la France, mais c'est vrai que j'identifie beaucoup plus aux États-Unis. Il y a que la nourriture que j'aime mieux en France et encore pas tant que ça. J'essaie juste de trouver un truc positif, j'ai pas envie d'être trop négatif, mais ouais. Bon, le foot, il est meilleur en France. Le foot. Celle-ci, on ne l'avait jamais faite pour le coup. Effectivement, le foot est pas mal. Ouais, les paysages. Mais c'est vrai que je me sens quand même plus américaine, quoi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Eileen Lamb du blog theautismcafé.org pour ce moment passé ensemble et pour la générosité de son partage.
Alors oui, c'est un épisode au format un peu particulier, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'il est important de savoir faire un pas de côté pour parler de choses importantes. Et ouais, découvrir que son enfant, que sa famille est touchée par l'autisme de très près, quand on est expatrié, quand on est à l'autre bout du monde, ça peut nous arriver à tous. Et c'est pour ça que pour moi, c'était très important d'en discuter aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer la conversation, rendez-vous sur à peu près tous les réseaux sociaux. On est un peu partout sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et même sur Tumult, l'application sociale d'écoute de podcast. Aileen et moi-même, on sera ravis de répondre à vos commentaires et vous pourrez discuter avec toute la communauté directement. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.